Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons aujourd'hui aborder un problème encore plus difficile que la semaine dernière, qui est savoir lire le tableau. Pour Poussin, comme il l'écrivait un jour, les choses auxquelles il y a de la perfection ne se doivent pas voir à la hâte, mais avec temps, jugement et intelligence. Il faut user des mêmes moyens à les bien juger comme à les bien faire. Nous en sommes bien loin aujourd'hui, dans nos vies si bousculées, devant la multitude d'images qui nous sollicitent, des images de toutes sortes, et qui ne cessent de bouger devant nos yeux. Or, la peinture de Poussin ne se livre pas d'emblée au premier coup d'œil. Elle réclame une longue patience de la part du spectateur, qui doit dépasser le stade du simple aspect, comme disait Poussin, pour celui du prospect, ou vision raisonnée. Ce sont des termes qu'il utilise notamment à propos de la Grande Galerie du Louvre, lorsqu'il doit la décorer, et qu'il dit que la logique même de l'espace demande un certain type de décor, et que cela, justement, dépend d'une vision raisonnée ou prospecte. Donc, patience, raisonnement, tout cela, évidemment, est un peu rébarbatif, mais, comme je le disais lors de notre première conférence, notre délectation doit se mériter. L'érudition des interprètes, des iconologues, a cru trouver dans les œuvres de Poussin un terrain d'élection. Et Erwin Panofsky, le premier peut-être, s'est penché sur les bergers d'Arcadie, les deux versions, celle de Chatsworth et celle du Louvre, et sur le Bacchus et Erigone de Stockholm, rebaptisé par lui Bacchus Apollon. Alors, ce sont deux tableaux auxquels son nom est attaché de façon indissoluble. À propos des bergers du Louvre, il a montré que la tête de mort qui existe dans le premier tableau, que je ne vous montre pas ici, disparaît dans la deuxième version, mais que l'inscription « Et in Arcadia ego » demeure, et il échafaude toute une ingénieuse théorie pour justement interpréter différemment la signification de cette phrase latine. Le « Et in Arcadia ego » dans la première version signifie moi aussi la mort, j'existe, même en Arcadie, moi la mort, j'existe. Et dans la deuxième version, c'est moi aussi, sous-entendu le berger mort et non plus la mort, la tête de mort qui parle, j'ai vécu en Arcadie. Ce qui suppose évidemment une faute grammaticale et également une adaptation du temps du verbe. Et Panofsky jongle avec tout ça avec beaucoup de virtuosité et il donne un certain nombre de preuves iconologiques à l'appui. Aujourd'hui, cette interprétation est toujours respectée, mais elle a été, je n'entre pas ici dans les détails, mais elle a été beaucoup contestée et elle a été nuancée également par un grand nombre d'interprètes. Quant au deuxième tableau, le Bacchus Apollon de Stockholm, Panofsky a bâti là aussi une interprétation qui peut se révéler assez fragile, plus fragile que dans le premier cas, puisqu'il a cru voir dans ce tableau une transformation par Poussin lui-même du dieu Bacchus en un Apollon. En montrant que Poussin avait gommé finalement, parce qu'on connaît un état antérieur du tableau grâce à la radiographie et grâce à des dessins préparatoires, en montrant d'abord un Bacchus très juvénile, très déhanché, très attirant, qui est transformé en un personnage un peu plus froid. Et Panofsky estime que cela correspond à une évolution dans la pensée de Poussin et que le Bacchus du premier tableau devient un Apollon beaucoup plus raisonnable, si l'on veut, dans le second tableau, et donc le sujet changerait et on passerait de Bacchus et Erigone, premier sujet, à un sujet d'Apollon ou d'un Bacchus Apollon, c'est-à-dire d'une divinité un petit peu mixte. L'ennui, c'est que Panofsky n'a pas tenu compte de l'état du tableau, un tableau très abîmé et qui a été repeint en partie,
et ceci dès le XVIIe siècle ou le XVIIIe, avec notamment des repeints de pudeur sur les parties sexuelles d'Apollon. On a rajouté notamment le feuillage et on a un petit peu corrigé aussi la pose du personnage, au prix d'ailleurs d'une certaine raideur. Ce tableau déçoit beaucoup, mais il n'est plus entièrement de la main de Poussin. Donc ces interprétations subtiles, et il va y en avoir beaucoup d'autres à la suite sur tous les tableaux de Poussin, ne parviennent pas toujours à rendre compte de cette peinture d'une façon satisfaisante. Rechercher la source textuelle ou les sources textuelles de chaque tableau est une entreprise certes utile, mais réductrice et qui conduit parfois à une impasse. En dehors, bien sûr, d'un certain nombre de cas, mais assez restreints, des allégories plus traditionnelles, comme celle-ci, la danse de la vie humaine, de la collection Wallace à Londres, qui a été exécutée à la fin des années 30 à la demande du cardinal Rospigliosi. Et là, nous sommes dans le domaine de l'allégorie pure et simple, c'est-à-dire que chaque figure a véritablement une signification précise, les 4 âges de l'humanité, qui correspondent aussi aux 4 âges de la vie. Et donc, il est relativement facile de lire le tableau à partir des clés dont nous disposons, et notamment les manuels d'iconologie anciens, comme l'iconologie de Cesare Ripa. Mais la plupart des œuvres de Poussin sont beaucoup plus difficiles à comprendre parce que Poussin, justement, ne fait pas de l'allégorie qui transpose mot pour mot, si j'ose dire, ou terme pour terme, les idées en figures. Et la plupart des œuvres de Poussin, il faut le rappeler très fortement, est-il besoin de le rappeler, ne sont pas conçues en tant que texte, mais sont conçues en tant qu'image. Ce qui veut dire que c'est l'agencement des différents personnages, des lieux, des objets, que le spectateur, le regardant, comme on disait au XVIIe siècle, doit déduire le sujet à partir de ces indices. Le texte, quand il existe ou quand ils existent, n'est que le prétexte au déploiement poétique du tableau. Ainsi, chaque détail de la composition, chaque objet même, peut entrer en résonance avec l'ensemble et enrichir le propos de l'œuvre et notre méditation. Si l'on prend 2 tableaux aussi différents que l'autoportrait du Louvre et la naissance de Bacchus du Fogg Museum, on est ici en présence de tableaux où un certain nombre d'éléments, un certain nombre de clés nous sont donnés, autour desquels vont se construire les compositions. Dans l'autoportrait, l'idée centrale qui est exposée sur le petit fragment de tableau que l'on voit derrière le peintre au fond à gauche, de l'amitié accueillant et embrassant l'allégorie de la peinture, va dicter ensuite la lecture du tableau et tous les éléments vont peut-être aller dans ce sens, notamment l'inscription sur la toile qui montre que c'est le tableau qui va assurer auprès de Chanteloup la survie en quelque sorte de Poussin et également des détails comme la bague de diamant que j'avais déjà pointé la dernière fois, qui est un symbole de la constance, c'est-à-dire de la fermeté du sage, mais aussi de la constance en amitié, de la fidélité en amitié. De même, dans la naissance de Bacchus de Harvard, qui est un véritable hiéroglyphe dans lequel vont se nouer un certain nombre de significations ou de notions, nous avons côte à côte Mercure qui confie l'enfant Bacchus aux nymphes des eaux qui vont assurer son éducation, sa croissance aussi, et à côté, immédiatement à côté, et sans transition, nous avons Narcisse et Écho, qui représentent au contraire des principes de mort, des principes de stérilité, et c'est la juxtaposition, comme d'ailleurs dans le texte des Métamorphoses d'Ovide, où les 2 épisodes se suivent, c'est sur cette opposition que va être bâti tout le tableau, la mort, la vie, la fécondité, la stérilité, la naissance, la renaissance. Dans les 2 cas, donc, il faut déchiffrer l'œuvre en s'aidant des clés que le peintre nous fournit pour tenter de retrouver l'idée qu'on appelle en italien donc le concetto, le concept, autour de laquelle elle se construit. Lorsqu'il écrit dans une de ses lettres « Moi qui fais profession de choses muettes », Poussin veut dire à la fois
qu'il est parfaitement conscient de la profonde différence qui existe entre la littérature et la peinture, les mots et les images. Et en même temps, qu'il parle en images, que les images sont ses mots à lui, et qu'il faut donc lire celles-ci comme un texte, comme une histoire, à cette différence capitale que le peintre, qui n'a qu'un instant, comme le rappelait Lebrun dans sa conférence sur la récolte de la manne en 1667, est obligé de disposer simultanément sur sa toile tous les éléments de son discours qui sont avant tout les figures, les acteurs de la pièce qu'il leur fait jouer sous nos yeux. Dans un essai très pénétrant intitulé simplement « Regarder, écouter, lire », Claude Lévi-Strauss a parfaitement perçu cette spécificité de l'art de Poussin. Il reprend à ce sujet la distinction que font les linguistes en évoquant l'organisation paradigmatique et non syntagmatique de ces tableaux. Paradigmatique, c'est-à-dire la coexistence en un certain point de la phrase, de la chaîne parlée, d'éléments qui entretiennent certains rapports entre eux, mais qui peuvent être simplement juxtaposés. Syntagmatique, au contraire, c'est l'idée que quelques mots se suivent dans la chaîne parlée et font déjà sens, racontent quelque chose. Donc les tableaux de Poussin se présenteraient plutôt sous l'angle du paradigme que sous l'angle du syntagme. Et pour être plus clair, Lévi-Strauss explique: Poussin, écrit-il, rassemble ainsi sur sa toile les données du problème. Il n'en fait pas des accidents qui se succéderaient dans le temps. Et il en fournit deux exemples qui sont aussi des sommets de l'art du peintre. Le grand tableau de paysage d'orage avec Pyramétis B de 1651, qui rassemble de façon très déroutante des aspects différents de l'orage et surtout des aspects perçus à des moments différents. Le calme avant la tempête et le déchaînement de celle-ci. Le lac tranquille et les arbres secoués par le vent, etc. etc. Et on a échafaudé un grand nombre d'interprétations très ingénieuses, souvent, sur la présence de ce lac qui ne bouge pas au milieu d'un paysage très agité. Et on y a vu, même Louis Marin, par exemple, il a vu l'œil de Dieu ou l'œil du peintre qui est souverain, qui organise toutes les parties de la composition, qui les tient toutes ensemble. Parce que s'il lâchait un moment cette organisation, le tableau ne serait plus un tableau, mais un chaos. Alors, quelle que soit la validité de cette interprétation, en tout cas, l'explication de Lévi-Strauss tient très bien la route, puisqu'il montre bien qu'il y a dans ce tableau des éléments qui, sur le plan temporel, ne peuvent pas concorder. Et donc, le peintre a voulu délibérément placer sur la même surface, le tableau, un certain nombre de ces éléments pour nous faire comprendre en profondeur l'histoire. Dans un autre tableau, le Jugement de Salomon de 1648, Poussin représente, contre toute attente, si l'on se réfère au texte de la Bible, l'enfant mort dans les bras de la mauvaise mère, pour bien montrer quelle est sa vraie mère. Or, c'est quand même quelque chose d'étrange dans la mesure où le texte nous dit que l'enfant est mort et qu'il ne figure pas devant Salomon. L'enfant est mort et la mère de l'enfant mort réclame l'enfant vivant comme étant le sien. Or ici, Poussin lui donne l'enfant mort à tenir pour bien montrer quelle est sa vraie mère. Donc vous voyez qu'ici, en quelque sorte, le suspense de l'histoire est détruit, mais au profit d'autre chose, c'est-à-dire d'une compréhension plus en profondeur des tenants et aboutissants de cette même histoire, et surtout, comme le souligne très bien Lévi-Strauss, au profit d'un équilibre visuel, d'un équilibre des lignes, un balancement des formes, une harmonie des couleurs. La mauvaise mère, par exemple, présentant une harmonie assez étonnante de rouge, de vert, qui s'oppose à l'harmonie lumineuse des vêtements de la bonne mère, jaune et bleu. Donc, dans les deux cas, le Pyrame comme dans le Salomon, la règle de l'unité de temps ne doit pas faire obstacle au balancement de la composition, au contraste des couleurs, à l'harmonie supérieure de l'ensemble. Il faut donc savoir bien lire le tableau, mais le lire justement comme un tableau et non comme un texte. Poussin utilise ce terme de lire à deux reprises, à propos d'une de ses compositions les plus complexes, la récolte de la manne.
D'abord dans une lettre à Stella de 1637, sans doute, qui est perdue, mais citée par Philibien, j'ai trouvé une certaine distribution pour le tableau de M. de Chanteloup et certaines attitudes naturelles qui font voir dans le peuple juif la misère et la faim où il était réduit, et aussi la joie et l'allégresse où il se trouve, l'admiration dont il est touché, le respect et la révérence qu'il a pour son législateur, avec un mélange de femmes, d'enfants et d'hommes d'âge et de tempéraments différents, choses, comme je crois, qui ne déplairont pas à ceux qui les sauront bien lire. Et plus tard, 2 ans après, lorsqu'il expédie le tableau terminé à Chanteloup, il lui écrit « Au reste, si vous vous souviendrez de la première lettre que je vous écris touchant les mouvements des figures que je vous promettais d'y faire, et que tout ensemble vous considériez le tableau, je crois que facilement vous reconnaîtrez quelles sont celles qui languissent, qui admirent, celles qui ont pitié, qui font action de charité, de grande nécessité, de désir de se repaître, de consolation et autres, car les 7 premières figures à main gauche vous diront tout ce qui est ici écrit, et tout le reste est de la même étoffe. Lisez l'histoire et le tableau, afin de connaître si chaque chose est appropriée au sujet. D'où le rôle dans ce tableau, comme dans plusieurs autres, des diverses péripéties simultanées qui, mises ensemble, constituent l'action représentée et surtout aident le spectateur à en tirer une leçon. Si Poussin souhaite ainsi que ceux qui recevront ces tableaux sachent les bien lire, c'est qu'il réclame de leur destinataire un bagage intellectuel, une culture, des capacités d'analyse et de compréhension, sans lesquelles ni la communication ni la délectation ne sauraient s'établir. Il prend soin d'ajouter des accessoires qu'il appelle des parergues, du mot grec parerga, permettant de situer précisément la scène en son temps et en son lieu. Ainsi, à propos du repos de la Sainte Famille en Égypte, du musée de l'Ermitage, il souligne également pour Chanteloup, destinataire du tableau, l'importance des édifices et des scènes secondaires, notamment une procession des prêtres de Sérapis, le dieu égyptien, au fond de la composition, et qui est tirée d'ailleurs d'une source que Poussin a souvent utilisée, qui est la mosaïque de Palestrina, qui se trouvait donc à Palestrina, sous le palais même des Barberini, et qui représente des scènes de la vie en Égypte autour du Nil, qui a été extrêmement utilisée, copiée par les artistes de cette époque. Et Poussin l'utilise, vous voyez, d'une manière érudite, mais encore mieux, il explique « J'ai mis en ce tableau toutes ces choses-là pour délecter par la nouveauté et variété et pour montrer que la Vierge qui est là représentée est en Égypte. » On voit que la deuxième partie de la phrase est peut-être moins importante, mais ce qui compte, c'est délecter par la nouveauté et la variété. En effet, personne n'avait encore à ce point placé la scène dans un décor aussi archéologiquement exact. Mais malgré ces précautions, le message est souvent brouillé. Il peut survenir des malentendus. On se souvient par exemple de la réaction violente du peintre devant les réticences exprimées par Chanteloup à la réception de l'ordre, l'ordination de la série des sacrements dont l'austérité l'a déconcerté. Chanteloup a préféré un Moïse sauvé qu'il juge plus aimable, destiné à Pointel, et les 2 personnages à Paris, évidemment, s'espionnaient et savaient très bien ce que l'autre avait reçu, et ils se jalousaient, bien sûr. Et nous n'avons pas la lettre de Chanteloup, malheureusement, mais nous avons la lettre de Poussin, la réponse, où on le sent en colère, s'emportant contre son mécène. « Voyez-vous pas bien que c'est la nature du sujet qui est cause de cet effet, et votre disposition, et que les sujets que je vous traite doivent être représentés par une autre manière. C'est en cela que consiste tout l'artifice de la peinture. Pardonnez à la liberté si je dis que vous vous êtes montré précipiteux dans le jugement que vous avez fait de mes ouvrages. Le bien juger est très difficile si l'on a en cet art grande théorie et pratique jointes ensemble. Nos appétits n'en doivent pas juger seulement, mais la raison. » À partir de cette phrase, on a bâti l'image, qui est d'ailleurs en partie juste, d'un Poussin rationaliste, d'un Poussin qui fait confiance justement à la raison et qui laisse de côté les appétits, c'est-à-dire les instincts, les sentiments un peu vagues, et qui fait donc de Poussin un artiste complètement anti-romantique, si l'on veut. Alors,
cela a été considérablement exagéré, notamment par Anthony Blunt dans son grand livre sur Poussin, qui reste la Bible des poussinistes, malgré son ancienneté, c'est un livre de 1967. Et donc aujourd'hui, on a tendance à revenir un peu sur cette idée, à la nuancer, mais il reste que cette phrase, elle est écrite et qu'on ne peut pas l'oublier. Nos appétits n'en doivent pas juger seulement, mais la raison. Et c'est l'amorce de la théorie des modes, qui signifie que le tableau, pour faire tout son effet, et qui est entendu comme un certain arrangement de lignes et de couleurs, doit être exécuté d'une façon conforme à la teneur du sujet traité, de la même façon que les anciens Grecs utilisaient des modes musicaux appropriés pour, je cite, « induire l'âme des regardants à diverses passions ». Chaque tableau est donc un tout harmonieux, où se confrontent et se résolvent des rapports d'opposition qui le composent. Il a son individualité propre, ce que Lebrun et les académiciens nomment son expression générale. Mais Poussin peut très bien, notamment dans ses paysages, jouer sur l'opposition de deux toiles conçues en pendant pour créer une nouvelle tension qui se résoudra à un niveau supérieur à celui du tableau isolé, c'est-à-dire que le tableau isolé est déjà un tout organisé, une structure, pour reprendre un terme cher aux structuralistes, et en même temps, cette structure va faire écho à une autre structure et fonctionner avec elle dans une nouvelle configuration en pendant. Les deux tableaux, ici par exemple, dans les deux Phocions que nous avons commentés précédemment, justement jouant sur un certain nombre de liens et en même temps un certain nombre d'oppositions. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais il est très fascinant de suivre à travers les pendants de Poussin, les paysages en pendant, tout ce jeu d'associations, de formes et d'idées, ces oppositions, ces ressemblances. Poussin a compris tout le parti qu'il pouvait tirer du système décoratif des pendants ou des séries, opposant des toiles tout en les réunissant par un certain nombre de signes et d'analogies. On le voit également dans deux tableaux qui étaient autrefois réunis, mais qui sont aujourd'hui séparés, l'un à Rouen, l'autre à Los Angeles, l'orage et le temps calme destiné à Pointel. Ici, nous sommes en présence de deux modes que tout semble opposer, composition, ligne, couleur, lumière, attitude des personnages, et pourtant ces deux modes, ces deux tableaux, communiquent secrètement par un certain nombre d'éléments, dont les plus visibles, si j'ose dire, on ne les voit pas tout de suite d'ailleurs, sont le cavalier qui sort au galop, donc sur la gauche du tableau du temps calme, et qui semble se précipiter vers autre chose, dans un certain tumulte, et les nuages également, qui montent dans le ciel avec une certaine menace déjà et qui annoncent au milieu du temps calme, au milieu de la quiétude de l'après-midi du temps calme, la tempête qui va se produire dans l'orage. La réunion de ces deux tableaux n'en évoque pas moins pour nous, bons regardeurs et bons liseurs, l'ordre secret de la nature qui est par définition union et équilibre des contraires. Tout ceci suppose de notre part donc une certaine façon de voir et donc de comprendre. Il faut entrer par un effet de sympathie, plus encore que par une démarche analytique, dans les intentions, dans le dessin du peintre. C'est cela la vraie lecture de l'œuvre. Témoin, et je prendrai cet exemple plus développé, le commentaire que donne Félibien d'un des chefs-d'œuvre du peintre, Eliezer et Rebecca, le tableau destiné donc à Pointel de 1648. Et ce commentaire de Félibien est très structuré. Il s'articule en plusieurs étapes. La première étape, c'est connaître justement ce que Félibien appelle le dessin du peintre, le but du peintre. Et ici, le but du peintre, c'était d'abord, à la demande de Pointel, le commanditaire, de faire un tableau agréable, avec un certain nombre de figures de jeunes filles dans lesquelles, dit Félibien, on pu remarquer différentes beautés. Et le tableau qui a servi de modèle, même si Poussin ne l'a pas copié, bien entendu, c'est l'éducation de la Vierge, qu'on appelait également la Scuola del Cucito, l'école de couture, de Guido Reni, tableau des environs de 1640, aujourd'hui au musée de l'Ermitage, tableau très célèbre à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, qui appartient à la collection prestigieuse du cardinal Mazarin.
Et donc c'est en rivalité, en quelque sorte, avec ce tableau que Poussin a conçu le sien, mais évidemment sur un sujet différent. Le deuxième point du commentaire de Félibien insiste sur l'action et il nous dit très clairement que Poussin a tout fait pour que nous comprenions exactement l'action du tableau, c'est-à-dire Eliezer qui offre des bijoux, colliers et boucles d'oreilles à Rebecca sur le devant du tableau. Et dans le passage précédent du texte de la Bible, Rebecca a donné à boire à Eliezer qui arrivait avec sa caravane de chameaux. Et le fait que cette jeune fille se soit avancée vers lui et lui ait donné à boire était un signe du destin et désignait au fond l'épouse qu'il était allé chercher pour son maître Isaac. Donc les attitudes, les gestes ici sont parfaitement lisibles. Troisième point sur lequel Félibien insiste beaucoup, la belle disposition des groupes. La belle disposition des groupes, et il souligne que les compagnes de Rebecca se sont attroupées, c'est le terme qu'il utilise, en groupes séparés selon leurs inclinations naturelles. Car tout est naturel ici, alors que le tableau nous paraît d'un certain côté le comble de l'artifice, le comble de l'art en tout cas. Félibien dit bien que c'est naturellement que les compagnes de Rebecca ont dû se grouper par affinité en quelque sorte. La composition par groupe, sur laquelle insistait beaucoup déjà Léonard de Vinci, est là pour éviter l'embarras et la confusion. Ce sont deux choses que le peintre doit fuir absolument, l'embarras et la confusion, tout en préservant ce qui fait l'essentiel du charme de la peinture et la variété. La distribution mesurée des ombres et des lumières vient rehausser cet effet de clarté. Ce sont donc les rapports entre ces unités distinctes que sont les figures de femmes, par opposition, par consonance, qui vont former le tableau. Dans un quatrième moment, Félibien va insister sur les expressions des figures. Cette tâche, le déchiffrement des expressions, est facilitée par Poussin qui a donné à chacune des suivantes de Rebecca une attitude et un visage différents, exprimant un sentiment particulier dans les actions qui sont convenables au sujet. Et c'est ainsi que Félibien s'amuse, se plaît, d'une manière qui nous paraît aujourd'hui un petit peu naïve, à donner un caractère, une physionomie propre à chacune de ces figures, et il va distinguer celle qui est attentive, celle qui est distraite, celle qui est simplement curieuse, et également ici, celle qui est jalouse, parce que son teint est plus pâle et elle regarde d'un air plus farouche Rebecca acceptant les bijoux. Et Félibien échafaude une sorte de roman à partir de l'attitude et des traits de cette jeune femme. Mais il est vrai que ces expressions sont toutes très différenciées par le peintre et que ce n'est pas un hasard si justement Poussin a accordé une grande attention à tout cela. Ensuite, Félibien va essayer de nous faire percevoir, je rappelle quand même qu'il décrit le tableau, qu'il ne le montre pas, son texte n'est pas illustré, bien entendu, il n'y a même pas de gravure, c'est un texte qui n'est pas illustré, donc il doit nous persuader uniquement par les mots, et il va essayer de nous faire percevoir l'effet d'ensemble de la composition en admirant comment le peintre a su éclairer le tableau. Et Félibien évoque la lumière d'une chaude soirée d'été qui permet la belle union du fond du paysage avec les différentes figures. Il évoque l'air un peu sec de ces régions méridionales. Il montre comment la lumière commence à décliner et comment cette lumière agit justement sur l'ensemble des couleurs. Les carnations des jeunes filles, leurs vêtements procèdent du respect de la perspective aérienne, ce qui évite toute confusion et tout embarras. On retrouve à nouveau ces termes, et Félibien insiste bien sur le fait que Poussin a réussi à éviter tout cela. Le choix d'un coloris qui est imité de celui de Raphaël, c'est-à-dire un coloris qui distingue chaque objet avec des grandes masses de jaune, de bleu, de rouge, etc. Et non pas le coloris des Vénitiens qui utilisent au contraire des grandes masses de clair et de sombre dans lesquelles les teintes ont tendance à fusionner. Ce coloris de Raphaël permet de bien détacher pour l'œil les figures les unes des autres. Et donc là aussi, on est toujours dans l'idée d'un discours clair, cohérent. Enfin, dernier point,
Philibien va nous faire apprécier l'habillement des figures, les différentes couleurs, les différents ajustements, les teintes variées des drapés, le dosage des ornements aussi, sans ajout superflu, qui parachève le naturel et la simplicité de l'ensemble. Ce commentaire, donc très complet, très long, qui est un des plus longs que Philibien consacre à un tableau de Poussin, permet de retrouver dans Eliezer et Rebecca du Louvre le parfait modèle de l'histoire selon Alberti, l'historia, qui est moins un récit, il faut le rappeler, qu'une mise en relation reposant sur les rapports entre les figures et le dosage des attitudes et des expressions. Poussin a développé ce type de discours clairement articulé dans les œuvres de sa maturité les plus contrôlées, à partir, on peut dire, de la fin des années 1620, à partir de la mort de Germanicus et surtout de la peste d'Ashdod du Louvre. La force des grands tableaux de sa maturité vient donc non pas d'un art du récit, d'un art de la narration en détail d'une certaine histoire, avec le danger de tomber dans l'anecdote, mais de l'ensemble harmonieux que les éléments forment, et qui naît, comme le soulignait déjà Alberti, de l'emboîtement de ces différentes unités distinctes, les lignes qui forment les figures qui forment les groupes qui finalement forment l'ensemble de la composition et auxquels les accessoires de paysages notamment apportent la touche finale. Ce qui n'est pas toujours le cas au long de la carrière du peintre, car nous sommes ici en présence d'un tableau de 1648, un tableau qui est un des sommets de la création poussinienne, la plus contrôlée, la plus maîtrisée. Mais quand on compare le tableau Pointel à d'autres versions, une version de jeunesse du même sujet destinée à Cassiano dal Pozzo, que vous voyez à gauche, et une version beaucoup plus tardive, très tardive même, de Eliezer et Rebecca, on s'aperçoit qu'il y a sans doute moins de perfection ici, et surtout une présentation des différentes unités du tableau qui est peut-être moins rigoureuse et moins parlante. Il est vrai que le sujet est ici légèrement différent, puisque dans ces deux cas, ici, dans ces deux versions, Poussin a choisi de représenter l'épisode qui précède exactement la remise des joyaux, c'est-à-dire le moment où Rebecca donne à boire à Eliezer. Et il réintroduit d'ailleurs ainsi les chameaux de la caravane, dont certains, à l'Académie royale de peinture, avaient regretté la suppression au nom justement du respect du texte. Et vous savez que les défenseurs de Poussin avaient répliqué en montrant justement en quoi le tableau pour Pointel était le plus parfait possible, dans la mesure où Poussin avait évacué tous les éléments qui n'étaient pas convenables au sujet et qui n'auraient pas pu donc former avec lui ce beau tout bien structuré dont parle Lévi-Strauss. Par conséquent, la lecture de l'Eliezer et Rebecca du Louvre implique bien plus que la simple illustration d'un épisode biblique particulier, c'est-à-dire le 24e chapitre de la Genèse. Et à ce moment-là, la porte est ouverte aux commentaires et aux interprétations. Nous sommes un peu surpris de constater que Philibien ne dit rien de la possible signification de la scène. Mais pour ses contemporains, pour les hommes et les femmes du XVIIe siècle, il était évident que l'élection de Rebecca par Dieu ou par le destin, si l'on préfère, qui suit immédiatement sa rencontre fortuite avec l'envoyé d'Abraham, en quête d'une épouse pour Isaac, préfigurait la rencontre de la Vierge Marie avec l'ange du Seigneur lors de l'Annonciation. Les attitudes et les gestes des protagonistes vont tout à fait dans ce sens et l'indiquent clairement, puisque Eliezer montre les bijoux, mais en même temps, le geste qu'il fait avec la main droite et le geste que fait Rebecca en se désignant d'un air modeste et surpris en même temps, renvoie à la gestuelle habituelle de l'Annonciation, de la scène de l'Annonciation. Et on peut aujourd'hui aller encore plus loin dans les commentaires et dans les interprétations et essayer de rechercher encore autre chose dans la magnifique structure que Poussin ici a mise en place, dans la magnifique partition que Poussin a orchestrée. Lévi-Strauss, par exemple, pour revenir à lui, y voit en bon anthropologue une sorte de résolution d'une contradiction juridique, en quelque sorte, exprimée dans l'épisode biblique entre les notions de race et de terre.
En effet, Abraham, installé avec son fils sur une autre terre qui n'est pas sa terre de naissance, puisqu'il a enfin pu parvenir dans la terre promise, mais il ne peut pas quitter la terre promise, mais il n'est pas dans son pays d'origine. Il veut pourtant que son fils Isaac épouse une femme de leur race. Et donc, il va envoyer Eliezer, son lieutenant, pour la chercher loin vers l'est, c'est-à-dire revenir en quelque sorte à la terre d'origine. Et selon Lévi-Strauss, dans cette très belle lecture, dans le tableau de Poussin, la terre serait représentée par le paysage, avec ses fabriques aussi, les monuments de pierre, et qui sont très très visibles, évidemment. Et la race, au contraire, serait représentée par toutes ces femmes à travers lesquelles le sang se transmet. Et bien plus, toujours selon Lévi-Strauss, la femme, la jalouse, celle que Félibien appelle la femme jalouse, la jeune fille jalouse, qui est ici appuyée à ce merveilleux pilier sur lequel se trouve un globe, sur lequel on peut évidemment voir toutes sortes d'évocations, y compris l'évocation du cosmos, de la Terre et du ciel, etc., ou de l'ordre cosmique. Pour Lévi-Strauss, il s'agit en fait d'une femme qui est déjà un pilier ou d'un pilier qui est déjà une femme, c'est-à-dire qu'elle réaliserait en quelque sorte la fusion de la Terre avec la race ou de la race avec la Terre, et cela va assez d'ailleurs dans le sens de ce que l'on sait des intentions de Poussin, qui dit à un certain moment, mais pas à propos de ce tableau, mais à propos d'autre chose, à un ami à qui il écrit « Vous avez vu de très belles colonnes antiques à Nîmes, à la Maison Carrée, et je suis sûr que ces belles colonnes antiques ne vous ont pas moins délecté que les belles filles que vous avez pu voir dans ce pays-là. » Et donc, il y a une assimilation entre, effectivement, les jeunes filles et les colonnes, on trouvera plus tard aussi chez Paul Valéry, et cette femme, un peu inquiétante, il est vrai, monumentale, qui domine la composition, et pas seulement par son regard jaloux, et peut-être effectivement la fusion de ces deux notions. C'est une interprétation possible, et Lévi-Strauss ne prétend pas, bien sûr, que cette interprétation doive s'imposer. Mais cette lecture, à mon sens, n'est pas en tout cas incompatible avec une lecture plus simple et plus neutre, qui voit d'abord dans ce chef-d'œuvre une réunion de plusieurs filles. Une réunion de plusieurs filles dans lesquelles on peut remarquer différentes beautés. C'est-à-dire qu'on revient ici au tableau de Guido Reni, vous vous rappelez, on va le revoir un instant parce que la poétique de Guido Reni et la poétique de Poussin sont assez différentes malgré tout, mais dans le tableau de Guido Reni, nous avons justement la volonté de créer une série paradigmatique et non pas syntagmatique de différentes figures de jeunes filles, de différentes beautés qui sont en train de coudre autour de la Vierge Marie et dont les airs de tête, les attitudes déclinent en quelque sorte le paradigme de la grâce féminine. Alors, il en irait de même ici, devant le tableau de Poussin, où on aurait justement ici une présentation figure après figure de ces différentes personnes gracieuses. Et il faudrait ajouter peut-être, pour terminer, à propos de ce magnifique tableau, qu'en plus de la lecture de Lévi-Strauss, qui voit effectivement les femmes transmettant le sang et transmettant donc la race, malgré justement malgré l'éloignement d'Abraham et d'Isaac de leur pays d'origine, on peut également s'arrêter sur un autre aspect du tableau, qui est la présence insistante des vases. La présence insistante des vases. En effet, quand on regarde de près l'œuvre, on est frappé par la diversité de ces vases, par la beauté de ces vases. Alors, ce sont évidemment des éléments nécessaires absolument à l'histoire, nécessaires au tableau, puisque Rebecca est en train de puiser de l'eau avec ses compagnes lorsque Eliezer arrive et elle lui offre à boire de l'eau tirée du puits. Mais ces vases, qui ont des formes galbées, des formes polies, redoublent en quelque sorte la perfection des formes féminines.
Ici, il y a sans doute, et certains interprètes l'ont bien vu, un souvenir peut-être de certains textes de la Renaissance autour de Raphaël, puis à l'époque maniériste, qui comparent la perfection du corps humain, et du corps féminin plus spécialement, à la perfection d'un vase. Et les belles femmes, dans un traité de Firenzuola du milieu du XVIe siècle environ, sont comparées sans cesse à des vases et à la variété des courbes que l'on peut trouver sur les vases et le contour, le luisant, etc. Tous ces éléments galbés et polis. Donc ici, on pourrait avoir peut-être aussi un hommage à la peinture, ou à une certaine peinture, un hommage à Raphaël, un hommage à la perfection de la beauté féminine, et un hommage à Raphaël, vous voyez, par-delà le modèle fourni par Guido Reni, que Poussin visiblement utilise, mais qu'il va dépasser. Et enfin, bien entendu, ces vases servent à contenir de l'eau, et l'eau circule dans le tableau, elle est tantôt contenue, tantôt versée. Il y a même ici un épisode que Philibien n'a pas manqué de souligner, qui est cette jeune femme distraite visiblement, qui est en train de regarder la scène et qui oublie que l'eau de sa jarre est en train de s'épancher, de tomber, et sa compagne, qui est accroupie à côté d'elle, en jaune et en bleu, est en train justement de relever le récipient pour lui rappeler, justement, la rappeler discrètement à l'ordre. Alors, toute cette eau qui circule, il y a le puits, évidemment, qui joue un rôle très, très important, le puits qu'on va retrouver dans un autre tableau de Poussin, qui est la Samaritaine pour Chanteloup, tableau perdu, malheureusement. Ce puits, ces vases qui contiennent de l'eau, sont à la fois donc un écho du sujet, et ils font circuler dans le tableau l'eau puisée au plus profond du sol, comme le sang peut circuler aussi à travers donc, les femmes qui transmettent la vie et qui transmettent la race. Donc ces récipients nous montrent à la fois l'eau de la vie, l'eau de la grâce, et le tableau peut donc être considéré pleinement comme une œuvre religieuse, une méditation de Poussin à la fois sur la beauté et sur la grâce. Voilà, je vous remercie de votre attention, et dans 15 jours, nous conclurons en parlant de la poésie de Poussin.